Bonjour et bienvenue sur le podcast de la FEMASORA-ECO, la Fédération des maisons de santé et de l'exercice coordonné en Auvergne-Rhône-Alpes. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter est tiré des actes de notre journée régionale le 18 novembre 2023 à Clermont-Ferrand. En introduction, nous avions eu l'immense honneur d'accueillir François-Xavier Schweyer, docteur en sociologie et professeur à l'École des hautes études en santé publique. J'ai donc le plaisir de lui céder la parole pour les tout premiers propos introductifs des actes de ce colloque. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, c'est la première fois que je vois un congrès commencer par la fin. C'est excellent. Donc, les remerciements, le show. Non, mais c'est ça. Ah, donc, les innovateurs, c'est quoi? C'est des gens qui transgressent l'ordre établi. Donc, voilà, on y est. Alors, juste un mot sur mon nombril. Je viens pas en tant que professeur. Je suis chercheur aussi, donc, et mon sujet de recherche, c'est l'articulation entre les politiques publiques et les logiques professionnelles. Et c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à l'exercice coordonné et à la réorganisation des soins primaires. Et donc, j'ai pas mal travaillé sur les réseaux de santé, mais qui n'avaient pas de moyens et pas d'outils. Et puis, les maisons de santé. Je suis en train de travailler sur les centres de santé, dont on connaît finalement assez peu de choses, sinon la rhétorique habituelle, et les CPTS. Voilà, donc je suis dans un labo à Paris et j'anime l'axe inégalité-solidarité. Donc, pour moi, c'est très important. Enfin, je suis venu ici, pas pour professer, mais par solidarité quelque part, et j'aimerais pouvoir, à ma façon, accompagner aussi la réforme en cours. Et je pense que la chanson a tout dit. Vous ouvrez la voie et vous voulez faire évoluer le système de santé. Et je pense que c'est ça le défi, c'est-à-dire entre soi, c'est très chaud, mais en réalité, après, il faut ouvrir le cercle. Alors, je partirai de votre titre, l'équipe, c'est la vie. Ça, c'est le côté très positif. Ça affirme quelque chose de très important, c'est qu'on est heureux. Vous avez parlé de plaisir, et c'est le bon côté de l'exercice coordonné. Et je pense que c'est important de revenir quelques notions, je dirais, sur l'équipe. C'est quoi faire équipe? Donc ça, ce serait mon premier point, si vous voulez, de réflexion, c'est les apports de l'équipe et les conditions de possibilité de l'équipe. Mais en même temps, on voit bien que ce que vous faites, c'est pas dans l'ADN historique du monde libéral. Et donc, ça demande des déplacements individuels, des déplacements en équipe, mais aussi des déplacements du système de santé. Et ça, c'est mon deuxième point, si vous voulez, c'est de vous proposer une relecture rapide de ce qui se passe au niveau des réformes, parce que ça, c'est un point très sensible. C'est est-ce qu'on peut être libéral et en même temps solidaire de l'ARS, de la CEPAM, etc. Donc, pour des libéraux tradis, c'est l'horreur. Enfin, c'est un partenariat. Non, mais c'est un partenariat un peu contre nature, puisque la profession libérale s'est construite contre les assurances sociales. Je reviendrai là-dessus. Donc, si vous voulez, vous êtes des libéraux, mais en même temps des libéraux, je sais pas comment dire, nouvelle génération, je sais quoi. En tout cas, il y a un enjeu très fort, c'est de construire un récit et une façon d'être libéral, tout en étant, je dirais, dans un système intégré où on peut travailler en partenariat avec les pouvoirs publics, avec l'assurance maladie, avec les élus. Et ça, c'est pas évident. C'est-à-dire, vous le faites, mais aujourd'hui, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de récit qui légitime cette position. Enfin, moi, c'est un petit peu mon sentiment. Et je voudrais terminer, ce sera mon troisième point, j'ai quasiment fini mon temps sur la présentation, c'est revenir sur le territoire. On voit bien ce que les équipes veulent faire au territoire, mais qu'est-ce que le territoire fait aux équipes? Et ça, c'est un vrai problème. On a parlé de la démographie médicale, mais pas que. Les ressources du territoire, ça, c'est le talon d'Achille. Alors, je vais commencer le premier point sur l'équipe et les apports. Alors, on l'a vu en intro, les jeunes veulent travailler ensemble. Bah ouais, mais comment? Sur 52 000 généralistes actifs, 36 000 travaillent en groupe. Mais c'est des groupes monopros. Et donc 20% travaillent en MSP. Donc actuellement, il y a une ambiguïté
entre, oui, les jeunes veulent travailler en groupe, mais pas forcément pluripro. Ça, c'est très différent. Ceci dit, l'Académie de médecine vient d'émettre un avis sur passer finalement du médecin traitant à l'équipe référente. Ça, c'est pas mal quand même, parce que l'Académie de médecine, c'est quelque chose, c'est une institution. Donc, on pourrait dire le vent tourne ou est assez favorable. Alors, l'équipe de soins primaires, c'est quoi? Je crois qu'il faut voir 3 dimensions et je réfléchis en termes de conditions de possibilité. C'est d'abord, si vous voulez, se donner un cadre d'action. Alors, on a commencé par les MSP. Là, les MSP, c'est une équipe rapprochée. Et le lieu, l'espace, c'est très très important. Alors on le voit bien dans les équipes qui sont monocytes, il y a les couloirs, il y a le parking où on s'interpelle, il y a la pause café. Vous savez, les outils de l'équipe les plus importants, c'est le micro-ondes, c'est la machine à café et c'est le frigo pour avoir le repas et pouvoir déjeuner ensemble. Donc ces espaces-là, c'est absolument fondamental. Il faut se donner des règles. Alors se donner des règles, c'est facile. Accepter de suivre les règles collectives, c'est un peu autre chose. Donc, ça veut dire que être en équipe, c'est un peu de discipline sociale. Et quand l'idéal du libéral, c'est d'être seul maître à bord et de pouvoir décider et être autonomie, il faut revenir peut-être sur une réflexion sur l'autonomie. On peut être autonome en étant solidaire, mais ça veut dire quoi? Et là-dessus, je pense qu'il faut vraiment se donner des outils intellectuels pour être je dirais, clairvoyant sur ce qu'on peut faire dans un cadre de travail collectif. Donc, ce que je voudrais dire par là, si vous voulez, alors les horaires, par exemple. On voit très bien que ceux qui travaillent en cabinet, les dentistes, les médecins, etc., ils n'ont pas les mêmes horaires que les infirmières libérales qui reviennent de leur tournée à 14 heures. Alors quand on dit on se retrouve à midi, bon, c'est pas tout à fait évident. Donc on voit bien qu'il y a des ajustements et qu'il y a des contraintes. Le cadre d'action y contraint. Et donc il faut, quand on travaille en équipe, me semble-t-il, une des premières conditions de possibilité, c'est de réfléchir au cadre. Alors les élus appuient beaucoup en termes de bâtiments. Et de se donner des moyens, mais on voit bien, si vous voulez, qu'il y a une vraie réflexion sur ce qui est formalisé, et c'est pour ça que c'est très important d'avoir des protocoles, des outils, parce que ça formalise le travail collectif. Alors, on voit bien que ce qui est vrai des MSP en centre de santé, c'est très différent, parce que c'est des structures hiérarchiques avec la double hiérarchie habituelle à l'hôpital, responsable administratif, directeur médical, c'est très médico-centré et c'est assumé comme tel. Et les CPTS, l'équipe, c'est quoi? C'est une asso, c'est un bureau, c'est un président, mais voilà, il y a quelque chose à inventer. Donc ça, c'est une première dimension importante. La deuxième dimension, c'est les relations de travail. C'est tout ce qui est échange, tout ce qui est négociation, je dirais, coopération, etc. Et donc, qu'est-ce que c'est une équipe? C'est des gens qui se mettent ensemble pour construire un bien commun. C'est de l'action collective, et l'action collective est tournée vers un bien commun. Vous savez que dans une logique de pur intérêt, on n'a aucun intérêt individuel à travailler en équipe. Parce que le bien commun, par définition, il est pour tout le monde. Et donc, en toute logique, si il advient, j'en serai bénéficiaire. Et s'il n'advient pas, au moins je ne me serai pas fatigué à le construire. Donc je n'ai aucun intérêt à travailler avec les autres si je suis tourné vers mon ego et mon intérêt propre. La logique de l'intérêt est contre-productive par rapport au collectif. Donc dire que construire un bien commun, c'est, je dirais, des échanges, ça demande une forme, je dirais, d'ouverture et de don quelque part. L'échange social, il est fondé sur l'endettement mutuel. C'est-à-dire, on se rend des services, on passe 3 ans comme président de la Fédé, et puis après on fait sa révérence. Donc, on rend des services, mais on sait que le contre-don, il va pas venir tout de suite. L'échange économique, si vous voulez, l'argent, ça permet de ne pas avoir de lien social. Parce que quand vous payez votre baguette, vous êtes quitte. Vous avez payé, vous êtes quitte. Donc vous avez eu un échange, mais par l'argent, vous n'êtes aucunement impliqué. Au contraire, l'échange social, c'est vous faites un don, et celui qui reçoit, alors celui, ça peut être une personne, mais ça peut être un tiers, ça peut être l'équipe. L'équipe qui reçoit, elle est endettée par rapport à vous, mais le retour, il va pas être tout de suite.
Donc, on se lie par l'endettement mutuel. Et la question, c'est il faut célébrer ce don, parce que sinon, je cite Norbert Alter, sinon, en fait, si vous voulez, il y a de l'ingratitude et il peut y avoir une espèce de... Il peut y avoir des trahisons, c'est pas facile. Donc, en fait, si vous voulez, ce qui est important, c'est cette générosité, je dirais, cet engagement, mais qui soit célébré au moment de l'engagement, comme vous avez fait tout à l'heure, l'applaudissement et tout, parce que ça, c'était une célébration d'un engagement mutuel, sachant que le contre-don, il viendra peut-être dans un an, peut-être à l'occasion, quoi. Donc ça, c'est très important parce que pour construire le bien commun, il faut s'endetter mutuellement. Et il y a une autre dimension très importante, c'est qu'il faut savoir adapter les règles, discuter les règles, et ça, c'est les principes de régulation. Une équipe qui marche bien, c'est une équipe qui sait adapter les règles et surtout se donner le temps et l'espace d'en discuter, et c'est tout à fait normal d'avoir des logiques contradictoires. Le conflit fait partie de l'action collective, les tensions aussi, mais l'idée, c'est de se donner une dynamique de révision, d'ajustement, etc. Et c'est proprement ce qu'on appelle la régulation. Alors, ce qui est important, si vous voulez, dans cette équipe, c'est que le leader tout seul, aussi génial et charismatique qu'il soit, je pense à Johan, bien sûr, eh bien, il s'épuise. Il s'épuise et il a besoin d'un premier cercle actif, etc. Donc on voit bien que le leadership, ça se partage. Et puis, il faut embarquer les membres de l'équipe. Et ça, les coordinatrices savent très bien que c'est pas une mince affaire. Et puis, on essaye d'éviter les passagers clandestins. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, ce qui est important, c'est que dans l'équipe, dans les échanges, il y ait une solidarité aussi pour porter une forme de leadership. Et c'est quoi le leadership ? On est entre libéraux, c'est-à-dire il n'y a pas d'organisation au départ. C'est ça la grande originalité. Et donc il faut convaincre, il faut séduire, il faut motiver, il faut plaider, il faut expliquer, etc. Et ce travail-là, ça peut être le fait d'une personne géniale, mais dans la durée, il faut une équipe, il faut un noyau, etc. Et puis il y a une troisième dimension, c'est une équipe, c'est une vision partagée. Et donc, un des problèmes qu'on a, c'est que la socialisation professionnelle se fait par des professions. Qu'est-ce que c'est une profession ? C'est un groupe social qui ferme son marché du travail. Et donc, finalement, qui défend une juridiction et qui entend, finalement, être reconnu et être seul habilité à exercer une activité. Et quand on voit les négos conventionnels et tout, c'est ça, c'est la logique professionnelle. L'exercice pluripro est orthogonal par rapport à ça. Et donc, une vision partagée entre des professionnels qui ont été formés en silo dans un but qui est de défendre les frontières, c'est pas du tout évident. Et donc c'est pour ça que la dimension solidaire, affective, ce qu'on rencontre dans les fédés et puis dans les journées, etc., c'est très très important. Parce que si vous voulez, par l'affect, par la fête, on s'autorise à transgresser un peu ces limites compétitives. Donc on voit bien que, au niveau des CPTS, entre nous, je vais y revenir peut-être, mais les négos conventionnels, on voit bien que ça tire. Il y a une vraie tension actuellement là-dessus, parce que justement la logique professionnelle, elle n'est pas justement pluripro, et du coup il y a un enjeu de créer une forme de collégialité pluriprofessionnelle. Donc, pour produire de l'exercice coordonné, eh bien, l'équipe, elle a besoin de se structurer, elle a besoin d'une forme de discipline et de travail collégial. Alors, le travail collégial, il y a, si vous voulez, à la fois, l'idée, c'est de travailler entre pairs et de passer d'un professionnalisme de métier, tout le monde est excellent, et de le compléter, je dirais pas vers, mais de le compléter par un professionnalisme organisationnel. C'est-à-dire, finalement, d'accepter d'avoir des règles communes, d'avoir des contraintes communes, et aussi, si vous voulez, de prendre conscience, je termine là-dessus sur mon premier point, c'est prendre conscience qu'on est interdépendant. Alors, le groupe MS progresse, excellent. Qualité des soins, on ne peut pas faire de la qualité des soins tout seul. On est interdépendant pour avoir une qualité des soins de parcours. Et ça, c'est une prise de conscience qui demande une réflexion partagée, des échanges, de la confiance.
La confiance, on a confiance dans quelqu'un dont on peut anticiper le comportement. C'est ça la confiance en fait. C'est quelqu'un qui est fiable quelque part. Donc, et ce que je veux dire par là, c'est que ça demande du temps d'échange. Alors, la rhétorique sur la réunionnite, c'est insupportable, parce que ce n'est pas de la réunionnite. C'est de la construction partagée de règles, d'échanges, de protocoles, de qualité. Ce n'est pas de la réunionnite. Deuxième point, prendre conscience qu'on a une responsabilité commune. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on passe... Vous savez que le système de santé en France a été, jusqu'aux années 80, la maladie. Hein. Donc, en gros, la santé, c'était la maladie. Bon, après les controverses et les drames de santé publique des années 90, on voit que le référentiel de santé publique s'est un peu, s'est imposé, on va dire. Et donc, du coup, on voit bien que la conception de la santé, et c'est tout votre projet, hein, avec la prévention, les parcours de soins, etc. On passe d'un système, si vous voulez, les Canadiens disent système professionnel de contact, curatif, individuel, vers un système pluripro intégré. Et c'est votre projet. Donc, en fait, on voit bien que ça demande une représentation commune et une responsabilité commune. Deuxième point, si vous voulez, c'est que l'enjeu actuel, c'est que travailler le sens de l'exercice coordonné, quand on est à la FEMASORA, tout le monde est convaincu, c'est très bien. Après, quand on en sort, il y a les facilitateurs, il y a les ambassadeurs, etc. Mais il y a un sacré boulot pour montrer le sens de cet exercice coordonné et surtout l'acceptabilité des formes de rationalisation, on va dire. Donc ça, c'est une vraie question, c'est rendre acceptable en milieu libéral des contraintes collectives pour le travail. Alors, la lutte contre les inégalités de santé, la qualité des soins, etc., c'est pas que la FEMASORA, c'est pas que les professionnels de santé, c'est depuis 30 ans la transformation du système de santé. Et finalement, je pense qu'il y a un point très important, mais vous l'avez dit dans votre chanson, donc vous avez tout compris, c'est que vous êtes embarqué, volontairement ou pas, comme un élément de la transformation du système de santé. Et ça veut dire que si la question de l'équipe se pose localement, elle renvoie aussi à une question politique beaucoup plus large de transformation du système de santé. Alors, l'exercice coordonné, c'est la volonté de changer. Historiquement, les premiers qui ont voulu changer le système libéral, ils étaient contre le système libéral quelque part. Donc, c'était des contestataires. Donc il y a eu des contestataires les années 70, et puis on voit bien, si vous voulez, que la médecine sociale a été très très mise en veilleuse avec l'avènement de la médecine libérale en 1927. Fin 19e siècle, il y avait beaucoup de médecine sociale. La médecine sociale, c'est le terreau des centres de santé, en gros, dispensaires, centres de santé. Cette médecine sociale, elle avait été vraiment mise en veilleuse. Et donc, on voit bien, si vous voulez, que historiquement, cette volonté de transformer l'exercice libéral que vous incarnez, en fait, ça a été soit à l'extérieur du système libéral en contestation, soit, et ça c'est l'originalité des maisons de santé, c'est la première fois que des gens voulaient transformer le système de l'intérieur. Alors ça a été les réseaux, ça a été les premières maisons de santé, et on voit bien, si vous voulez, MG France a porté, on voit bien historiquement, l'histoire syndicale, etc., montre que, si vous voulez, on est passé de la contestation à la transformation de l'intérieur. Dans les années 2000, il y a eu un tournant. Alors, la prise de conscience de la démographie médicale en tension, ça c'est important, si vous voulez, parce que ça c'est le premier but, et ça a été redit ce matin, lutter contre finalement les déserts médicaux. Ça, c'est les élus qui ont porté la controverse à travers les déserts médicaux. Et disons, c'est toute la question de l'accès aux soins. Donc ça, c'est une prise de conscience très très forte sur laquelle je vais revenir. Mais dans les années 2000, il y a eu plein de changements institutionnels. Premier changement, c'est la réhabilitation de la médecine générale.
La médecine générale, c'est une médecine qui a été créée par défaut. C'était ceux qui n'avaient pas fait l'internat, ceux qui n'étaient pas spécialistes, ceux qui avaient un C et pas un CS. Et donc, du coup, en 2004, c'est reconnu comme spécialité. Il y a une filière universitaire et la recherche en soins primaires se met en route. Et là, vous en êtes une belle illustration avec MS Progress, c'est-à-dire qu'on a besoin de connaissances. Et il y a des pays comme les Pays-Bas, l'Angleterre, etc., où il y a une recherche en soins primaires qui est très vive et qui est nécessaire pour pouvoir avancer dans la transformation. Donc ça, c'est un changement institutionnel très important, c'est la construction d'une filière universitaire. Et avec l'universitarisation des paramédicaux, on a cette promesse, finalement, d'un travail de construction de connaissances. On a eu aussi de nouveaux instruments d'action publique. Et l'instrument d'action publique, si vous voulez, c'est pas de la machinerie. C'est un processus social. C'est-à-dire que ça traduit une façon de formuler les problèmes et ça essaye de mobiliser. Alors, les deux problèmes qu'on a, et le problème, c'est d'avoir les deux à la fois, c'est l'accès aux soins. Donc, on voit bien, si vous voulez, que tout l'accès, alors l'accès, c'est l'accès géographique, mais c'est la disponibilité. Et donc, on voit que actuellement, le professeur Berland l'avait très bien dit, la démographie médicale, si vous voulez, c'est une affaire d'effectifs, mais c'est aussi une affaire de répartition territoriale et c'est une affaire de temps de travail. On a deux choses en même temps. On a le vieillissement des soignants et un autre rapport au travail. Le modèle vocationnel se dissout, la disponibilité permanente est refusée et aujourd'hui, on veut travailler, on travaille beaucoup, mais on travaille d'une façon maîtrisé pour pouvoir avoir une vie ailleurs et on ne se réalise plus totalement dans son travail. Donc le modèle vocationnel s'estompe et le nouveau rapport au travail, le nouveau rapport au travail, c'est on travaille intensément mais moins et on n'est pas sûr de passer sa vie à faire ce métier-là. Et on commence à voir des médecins qui, à 45, 50 ans, dévissent leurs plaques et font autre chose. Parfois, c'est surprenant. Donc, et ça, on ne l'avait pas vu. Et ça, faut aussi préparer. C'est-à-dire, c'est pas en formant des nouveaux bataillons que ça va forcément régler le problème. C'est-à-dire, on a ce changement du rapport au travail. Ça, c'est l'accès aux soins. Et l'accès aux soins, c'est aussi l'organisation efficace pour tous. Alors là aussi, les protocoles, les parcours et tout, c'est une façon d'améliorer l'accès aux soins. Vous savez ça par cœur. Le deuxième chantier, c'est la transformation des modes d'exercice. Et donc, c'est ce que vous faites. C'est-à-dire, on voit bien que, alors, on peut inscrire le transfert de tâches ou de compétences, la division du travail, etc. Les pouvoirs publics travaillent là-dessus au niveau du changement des modes de rémunération, c'est-à-dire qu'on complète le paiement à l'acte avec d'autres modes de paiement, donc ce soit le paiement à la performance, les forfaits, ROSP, etc. Et puis, c'est l'ACI. Donc, on voit bien que ça, c'est un chantier très, très important dans les modes d'action publique, si vous voulez. C'est, je dirais, les nouveaux instruments. Et puis, on a créé, alors, les maisons de santé, les CPTS sont des instruments d'action publique. Et ça, si vous voulez, on voit bien sur les CPTS actuellement la tension. C'est-à-dire que beaucoup de médecins... Alors, on n'a pas la culture, je dirais, qu'on a dans les MSP. Parce que là, MSP, c'est des effecteurs, c'est une équipe, c'est au concret. Le CPTS, c'est plus diffus, il n'y a pas d'effection de soins, c'est de l'organisation, il y a un territoire plus vaste, etc. Donc on a des libéraux moins acculturés, quelque part, à l'exercice coordonné. Et là, certains se réveillent ou se saisissent en disant « mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de mettre en place des politiques publiques, mais est-ce que c'est à nous, libéraux, de le faire ?» Et quand ça coince côté convention, on a les tensions actuelles. Donc là, on a un vrai sujet de réflexion, si vous voulez, sur, je dirais, instrument d'action publique, c'est un processus social, accepté d'en être, mais comment on peut en être. Donc il y a, si vous voulez, à travers les instruments d'action publique, il y a une transformation des cultures. Je voudrais juste souligner que depuis 30 ans, les politiques publiques, droite, gauche, Macron, etc., ont le même objectif. C'est renforcer les soins primaires. Donc là, il y a une pérennité. Alors quand on dit ça change tout le temps, etc., faut se méfier. Il y a quand même, c'est vrai, il y a les épices volatiles du jour, mais en fait, il y a une ténacité dans la régularité des politiques publiques de réorganisation. Ça se traduit par la création des ARS, par, si vous voulez, tous ces instruments, le changement, les nouveaux modes de financement, etc. Donc il y a une espèce de
de lignes. Vous prenez 2009, 2016, 2019, 2021. Il y a une ligne de continuité très importante. Alors, le talon d'Achille, c'est la transformation de la culture, je dirais, dans le monde libéral en général. Et cette transformation de la culture que j'ai évoquée largement, transformation des pratiques, mais aussi de la vision du monde, de la possibilité d'être des partenaires pour mettre en place des politiques publiques, ce changement de culture, il se traduit de la même façon dans les ARS et dans l'assurance maladie. Là aussi, on a des changements de métier, des visions du monde qui changent. Je vois, par exemple, les ARS construisent l'animation territoriale, les corps techniques de l'administration sanitaire et sociale apprennent de nouveaux métiers sur l'animation territoriale. C'est pas du tout évident d'ailleurs. On invente de nouvelles fonctions, des chargés de mission, etc. Et à l'assurance maladie, il y a eu tout un travail de révision sur ce que c'est la gestion du risque. Et la gestion du risque, c'est pas seulement la maîtrise des dépenses en tant qu'assureur. On voit bien que l'assurance maladie a pris conscience que la gestion du risque, c'est aussi l'accompagnement de la réorganisation de l'offre de soins. D'où les nouveaux métiers, les DAM, les ROC, les DNS, etc. Donc, conclusion du deuxième point, si vous voulez, c'est que la médecine libérale, elle s'est construite en période de crise, au début du XXe siècle, pour s'opposer à l'instauration, à l'institution des assurances sociales. Pourquoi c'est la médecine libérale telle qu'on la connaît qui s'est construite comme ça? C'est parce que le débat au Parlement a duré 8 ans, de 1920 à 1928, et que c'était les médecins parisiens qui représentaient les médecins. Et donc les médecins parisiens, c'était des médecins qui soignaient une population plutôt aisée, en tout cas urbaine. Donc la médecine sociale, soit rurale, qui était portée par des congrégations, surtout pour les soins infirmiers, soit dans les bassins industriels, et là on était plutôt dans des régimes, si vous voulez, de dispensaires, etc. Cette médecine-là n'a pas été représentée, et donc c'est les médecins urbains qui ont porté, si vous voulez, l'identité de la médecine libérale. Aujourd'hui, il faut la retravailler pour que ce soit possible d'être authentiquement libéral, et en même temps partenaire des pouvoirs publics. Je me répète, mais c'est à dessein. Et je conclus sur le retour de l'équipe et son territoire. Alors, l'équipe de soins primaires, Action, on construit un bien commun. On essaye de répondre aux besoins de la population sur un territoire. Donc, cette démarche-là, on voit bien, si vous voulez, que ça demande à embarquer toutes sortes de, non seulement différentes professions de santé, mais aussi les acteurs du territoire, du social, du médico-social, les usagers. Alors entre nous, on en parle beaucoup dans la matrice de maturité. Vous connaissez cet outil qui est difficile d'accès, mais qui est vraiment très intéressant. Il y a 4 axes, l'équipe, le projet de santé, le système d'information, les usagers. L'équipe, le projet de santé, c'est pas mal développé parce qu'il y a des financements. Système d'information, Johan pourra en parler, c'est plus difficile et on attend MS Progress pour y voir plus clair. Et patient, eh bien, l'exception, c'est l'article 51, c'est SECPA, c'est les maisons et centres de santé participatifs qui, dans des quartiers défavorisés, essayent d'embarquer la population, les habitants. Et là, on ne sait pas trop faire entre nous. Donc, quand on dit l'enjeu, si vous voulez, c'est d'embarquer des partenaires, les patients en parlent, mais ça reste très difficile. L'enjeu pour l'équipe, à mon avis, au niveau du territoire, c'est de stabiliser les interlocuteurs. Interlocuteurs ARS, interlocuteurs assurance maladie, URPS, FEDE. Il faut gagner en confiance, il faut gagner en cohérence. Et ça, c'est un enjeu. Alors, quand dans une région, les gens s'entendent bien, ben, c'est génial. Mais dans les régions où les institutions se regardent un peu en chien de faïence, c'est beaucoup plus difficile. Deuxième point, il faut comprendre qu'au niveau des politiques publiques, le territoire, il y a un mouvement de territorialisation. Et c'est quoi? Il y a 2 enjeux. La territorialisation, si vous voulez, c'est l'articulation des échelles. Le national, le régional, le départemental, le local. On voit très bien pour les CPTS aujourd'hui, la négo conventionnelle nationale perturbe le local. Et donc, dans la territorialisation, il y a cet enjeu d'articulation des échelles
Et ça, c'est très important. Donc la Fédé, il y a un niveau national, régional, il y a des délégués territoriaux. Ça, c'est important parce que c'est un vrai travail. Et le deuxième enjeu, c'est l'articulation des politiques. Soins primaires, c'est le vieillissement, c'est la santé mentale, c'est le handicap, etc. C'est travailler avec les conseils départementaux. Donc on voit bien que là, il y a un enjeu de territorialisation qui est fort. Et je conclus sur la diversité des situations locales, parce que toutes les équipes sont formidables, c'est évident, c'est une donnée, on l'a chanté, donc c'est très bien. Mais il y a des territoires effondrés, et vous en savez quelque chose, c'est-à-dire que l'offre de soins, la démographie médicale pèse très très lourd, mais aussi les ressources du territoire. Il y a des territoires où les services publics sont partis, où il n'y a pas d'association, où le lien social est très abîmé. Et dans ces territoires-là, même avec des équipes formidables, on est plutôt dans des logiques de survie. Et c'est déjà bien. Si jamais on est très très motivé, on fait du maintien et c'est déjà bien. Et après, si le territoire a des ressources, là on peut se lancer dans des innovations, dans quelque chose. Ce que je veux dire par là, c'est que l'enthousiasme du travail d'équipe ne doit pas vous conduire à vous sentir responsable des réalisations sur le terrain en tout. C'est-à-dire vous êtes un élément et dans des situations, et il y en a de territoires très défavorisés qui n'ont pas vraiment de ressources, etc. Faut en prendre conscience pour pouvoir tenir la route longtemps. Sinon, c'est l'usure ou le burn-out, parce qu'on se dit, voilà. Donc, et c'est là où le partenariat avec les partenaires publics, notamment, est absolument fondamental, parce que vous n'êtes qu'un élément, je dirais, d'un mouvement de transformation beaucoup plus vaste. Merci de m'avoir écouté. Alors, ça vous a plu ? Si vous voulez en savoir plus et suivre l'actualité de la Fédération, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, où nous vous partageons régulièrement l'actualité du territoire, ou bien sur notre site internet femas.aura.fr. Merci pour votre écoute.